La presse nous alerte sur les dégâts que nous faisons sur notre environnement et dans le même temps, elle nous délivre des messages qui rappellent les moments sombres de notre histoire. Je pense en particulier à la radicalisation de la classe politique qui, effectivement, se trouve confrontée à des problèmes auxquels elle est de moins en moins préparée. Mais je pense que nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Nous ne réglerons pas les problèmes de notre environnement si nous ne réglons pas notre gouvernance. Par contre, nous avons la possibilité, nous, Européens, de profiter du virage sociétal que nous allons être contraints de négocier en nous montrant antifragiles. Antifragile, c'est un terme qui a été popularisé par Nassim Taleb avec un livre qui s'intitule Antifragile. Alors, supposons que, à nous tous, le peuple européen, nous constituions un corps vivant et que ce corps reçoit un choc. Eh bien, on dira de lui qu'il est fragile s'il ne résiste pas. Il est antifragile, résilient s'il résiste, et il est antifragile si ce choc l'amène à se réinventer ou du moins à innover. Alors, je vous fais cette proposition parce que je suis futurologue cybernéticienne. La futurologie, c'est l'étude du long terme et nous avons comme hypothèse que les souches de notre futur sont dans notre passé. Et elle comprend deux branches. La systémique, qui étudie des événements échus pour en tirer des corrélations, et avec ces corrélations, elle essaye de faire des projections. Sauf que cette approche ne tient pas compte des capacités d'évolution du vivant qui sont pourtant phénoménales. C'est pour ça qu'il existe une autre branche qui s'appelle la branche cybernétique, cyber du mot grec qui désigne le gouvernail, et la futurologie cybernéticienne s'intéresse au processus d'évolution du vivant et en particulier l'évolution des civilisations. Alors, je vais essayer d'éclairer l'actualité en la ramenant au processus d'évolution du vivant. Alors, je vous rassure, je vais énormément simplifier ce processus pour ne garder que les aspects qui nous intéressent. La plus petite cellule sur Terre est douée d'homéostasie. C'est ce qui lui permet d'assurer sa stabilité. Mais cette fonction est capable de détecter un danger ou une opportunité et qui nécessite une adaptation. Alors, si tel est le cas, elle rentre en mode vicariance, c'est-à-dire un moment de liberté où elle innove. C'est souvent une période exubérante, mais qui se termine à partir du moment où une solution a été trouvée. Alors, l'organe se met en mode simplexité, c'est-à-dire qu'il revoit l'ensemble de ses processus en intégrant les innovations, mais en conservant le passé qui demeure toujours d'actualité. Maintenant, supposons que nous, les Européens, nous sortions de la sédentarisation dont le dernier chapitre a été l'ère industrielle. L'industrie étant née en Europe, nous sommes donc la première zone géopolitique à être confrontée de façon assez aiguë à ces virages sociétals. La sédentarisation, on peut dire qu'elle débute il y a environ 6000 ans. Les hommes s'agglutinent dans des villes, ils abandonnent l'éparpillement géographique, ils abandonnent l'intelligence collective et développent la gouvernance par le mode hiérarchique. Ils développent la propriété et la rente, et puis ils développent l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils domptent la nature pour qu'elle mette au pied de chez eux tout ce dont ils ont besoin. Et puis, tout récemment, il y a environ 200-250 ans, ils se mettent à maîtriser l'énergie et ils fabriquent même des machines capables de les remplacer dans un certain nombre de tâches productives. Mais surtout, ils développent le capitalisme industriel et le pacte social qui va avec.
Sauf que ce capitalisme industriel repose sur la notion de croissance infinie. Dans un monde fini, il y a un moment où ça s'arrête. Et c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés. Or, justement, les générations montantes, par elles-mêmes, veulent absolument sortir de ce modèle et aller vers la rationalisation de produire et de consommer. Autrement dit, on peut dire que l'ère industrielle aura été une période de vicariance plutôt exubérante, dont une part très importante de la population à travers le monde en a profité. Et nous ne voulons pas renoncer à tous les progrès qui ont été faits à cette occasion, nous voulons simplement les rationaliser. Eh bien, cette rationalisation, c'est le processus de vicariance et c'est ce qui nous donne à penser que cette mutation sociétale que nous vivons, elle est irréversible. Plus tôt on s'y adapte, mieux ça vaudra. Alors, cette mutation sociétale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que dompter la nature, c'est pas réaliste. Par contre, nous pouvons composer avec elle. Or, pour composer avec elle, nous devons accepter sa complexité. Et pour faire face à cette complexité, nous sommes obligés de réinventer l'intelligence collective. C'est-à-dire que nos entreprises, nos institutions n'ont plus besoin d'une main-d'œuvre abondante. Elles ont besoin de toute forme de profit, toute forme d'expertise, toute forme de talent. Mais pour gérer toute cette richesse humaine, les organisations doivent évoluer. Le mode hiérarchique ne fonctionne plus. Nous évoluons vers des organisations en rhizome, dans lesquelles le leader demeure celui qui donne l'orientation, mais nous sommes tous, tour à tour, le client et ou le fournisseur de quelqu'un d'autre. Dès lors, le modèle de société que nous avons hérité des Romains ne fonctionne plus. Les Romains disaient il y a l'otium, dans lequel une petite frange de la population avait le loisir de consacrer le meilleur de son temps à essayer de dépasser sa condition humaine. Et puis, la majorité de la population était dans le négotium, négo, d'où vient le mot négoce, qui produisait des biens et des services pour l'ensemble de la population. Or, si à présent nous considérons que pour déployer notre prospérité, nous avons besoin de mettre en valeur l'ensemble des talents, l'ensemble des profils, eh bien, ce modèle ne convient pas parce que la nature, quand elle fait naître un petit bébé, elle ne décide pas des qualités du bébé en fonction de la classe sociale dans laquelle il va être. Le mot économie désigne la manière dont une communauté décide de partager la valeur qu'elle a créée entre tous les membres de cette communauté. Si les processus de création de valeur évoluent, notre pensée économique doit évoluer. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous arrive. Parce que pour le moment, ce que nous savons faire, c'est récompenser avec des émoluments divers et variés toutes les activités productives, c'est-à-dire celles qui ont pour raison d'être de satisfaire les besoins primaires de nos concitoyens. Mais nos concitoyens ont d'autres besoins, nous venons de le voir, ils veulent vivre avec une qualité du vivre ensemble du plus haut niveau possible. Eh bien, cette activité est financée par des taxes et des impôts, éventuellement des dons. Et ce qui n'a pu être financé par ces deux mécanismes, eh bien, le reste est donc soumis au bon vouloir des citoyens à travers le bénévolat ou le volontariat. Or, si nous avons tendance à essayer de restreindre sans arrêt la fiscalité, nous allons contre nos intérêts puisque nous dégradons notre qualité du vivre ensemble. Or, les citoyens, les générations qui arrivent, elles ont de plus en plus envie de s'engager dans la vie de la cité. Mais encore faut-il qu'elles aient en face d'elles des institutions qui ne les regardent pas comme des assujettis, qui, au contraire,
les accompagne dans leur engagement. Et si cet engagement crée de la valeur, eh bien, il va falloir trouver des mécanismes pour les récompenser, comme nous récompensons les contributions des citoyens dans l'espace productif. Nous allons y être obligés. Parce que la rationalisation qui est en cours a pour objet de faire en sorte que nous consommions plutôt un peu moins, mais surtout que nous produisions plus efficacement. Et donc, les volumes baissent, les emplois baissent, la fiscalité se réduit, et nous avons des États qui sont confrontés à des agents économiques qui demandent un vivre ensemble toujours plus coûteux. Et pourtant, les ressources pour développer ce vivre ensemble diminuent. Et c'est précisément ce type de contradiction qui fait monter la radicalisation de notre classe politique. Alors, la tâche n'est pas facile, parce que la création de valeur dans l'économie productive et dans l'économie contributive ont des comportements économiques opposés et pourtant règles complémentaires et il est impératif de les mettre en synergie. Opportunément, la monnaie devient numérique. Malheureusement, les gens qui s'occupent de la numérisation de la monnaie ne se préoccupent pas du tout des problèmes que nous venons d'énoncer et qui, pour le moment, sont vécus de façon aiguë et pour une bonne part en Europe. Ils veillent à faire de l'intelligence, soi-disant, de la monnaie pour rendre leur monnaie plus hégémonique. Ces monnaies sont fabriquées autour de la blockchain. Et en fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'avec de la blockchain, nous pouvons faire toutes sortes de monnaies qui est capable de récompenser toute forme de création de valeur. Nous pouvons même aller plus loin. Cette même blockchain est utilisée dans la tokenisation de la finance. Alors pour le moment, les gens qui s'occupent de la tokenisation de la finance, ce sont des géants de la finance qui veillent à conforter leur hégémonie. Eh bien, cette même tokenisation, nous pouvons parfaitement l'utiliser pour développer une économie qui va du bas vers le haut, autrement dit, une économie qui aiguille l'épargne réelle vers l'économie réelle. Et donc, finalement, nous avons la possibilité de développer une gouvernance qu'on pourrait presque dire qu'elle est l'inverse de celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est ascendante, elle va du bas vers le haut et elle arrête de mettre des règles et des règles dans tous les sens. Elle demande à chaque module de l'économie de définir ses propres règles, mais on demande à chaque module d'être interopérable avec les autres modules. Autrement dit, en 600 ans, avec une accélération particulière sur en 6000 ans, avec une accélération particulière sur les 200 dernières années, nous avons réussi à protéger nos terres, nos valeurs, notre commerce. À présent, nous devons développer notre patrimoine humain pour qu'il protège intelligemment à son tour notre environnement. Est-ce que nous saurons faire ça en 100 ans ou moins de 100 ans? Je vous remercie.